L'air de la tente médicale était une chose solide, un mélange d'éther, de sueur, et de cette odeur doucereuse de la gangrène qui s'accrochait à la gorge. Dehors, le soleil italien de Pontecorvo écrasait tout, mais ici, dans cette pénombre suffocante, le temps semblait suspendu. Le camion venait de décharger sa cargaison humaine. 14 soldats allemands, capturés après des semaines d'errance. Ils n'étaient plus des soldats, à peine des hommes. Des corps défaits, aux uniformes en lambeaux, aux regards vides ou fiévreux. J'ai commencé le triage, un geste mécanique que j'avais appris à maîtriser pour ne pas penser. Ma place était ici, parmi la souffrance, qu'elle porte un uniforme ami ou ennemi. C'était mon serment, la seule chose qui me restait de ma vie d'avant, de ce dispensaire de quartier à Lille, où la douleur n'avait pas de nationalité. Un simple geste, une main sur un front, un mot pour évaluer la conscience. C'était tout ce que j'étais. Mes yeux se sont arrêtés sur l'un d'eux. Un garçon, pas plus de 19 ans. Ses cheveux blonds, collés par la sueur, lui donnaient un air d'enfant surpris par une maladie injuste. Sa jambe était le problème. Le pantalon déchiré révélait une plaie noire et boursouflée, entourée d'un halo rouge qui grimpait vers l'aine. La septicémie. Les tissus étaient morts. Une nécrose avancée qui empoisonnait son sang à chaque pulsation de son cœur affaibli. Il n'y avait pas de discussion possible. Pas de doute. C'était l'amputation ou la mort. Une mort lente et atroce en moins de 48 heures. J'ai fait signe à l'infirmier de préparer la scie, la morphine, les bandages. Mon esprit était déjà dans le geste. Précis, technique. Un rempart contre l'émotion. Il fallait couper pour sauver. C'était la loi brutale de mon métier, une loi que j'avais acceptée. Le jeune Allemand gémissait doucement, ses yeux vitreux fixés sur un point invisible au plafond de la tente. C'est à ce moment qu'Étienne est entré. Sa silhouette a obscurci l'entrée, imposante, projetant une ombre qui a semblé refroidir l'atmosphère de la tente. Il n'a pas eu besoin de parler pour que les hommes se redressent, que les murmures cessent. Son autorité était une chose physique, palpable. Il a balayé la scène d'un regard rapide, ses yeux s'arrêtant sur moi, puis sur le matériel que je préparais. Il a avancé, ses bottes martelant le sol en terre battue, puis sa voix a éclaté, forte, claire, pour que chaque soldat, chaque infirmier, chaque blessé puisse entendre. « Docteur, gardez vos précieuses fournitures. Nous avons des Français blessés qui arrivent demain. » Les mots ont flotté dans l'air lourd, une déclaration publique. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre qui venait d'annuler mon serment, ma fonction, ma raison d'être ici. Mon monde s'est rétréci à l'espace entre son regard et le mien. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai ouvert la bouche, cherchant les mots. « Étienne, il va mourir. C'est le serment d'Hippocrate. Tu le sais. » Ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu. Presque un murmure. Une supplique. J'espérais encore une parcelle du grand frère qui m'avait protégé. Celui qui comprenait le sens du devoir. Il a fait 2 pas de plus, se penchant vers moi jusqu'à ce que je sente son souffle sur ma joue. L'odeur de tabac et de cuir. Sa voix, cette fois, était un sifflement glacial, destiné à moi seul, mais dont la violence était 1000 fois pire que son éclat public. Votre bonté sélective me dégoûte. Gardez-la. Pour les nôtres. Chaque mot était une lame. La familiarité du « tu » avait disparu, remplacée par un « vous », qui creusait un fossé infranchissable entre le lieutenant et le docteur, entre le frère et l'étranger. J'ai senti ma gorge se nouer, incapable de répondre. Puis il s'est redressé, se tournant vers ses hommes, vers mon équipe, comme un acteur sur une scène. Son mépris était maintenant une performance. Il a désigné le jeune Allemand d'un geste dédaigneux du menton. Le docteur ici pense qu'un ennemi, c'est aussi une vie. Un silence de mort s'est abattu sur la tente, seulement troublé par le gémissement fiévreux du garçon sur le brancard. Étienne a marqué une pause, savourant son effet, avant de porter le coup de grâce. Celui qui visait non pas le médecin, mais l'homme, le frère, le fils. Père ne vous a pas élevé pour être une gouvernante de Bosch. L'insulte, crue, publique, et l'invocation de notre père. C'était une profanation. Il venait d'utiliser la mémoire la plus sacrée que nous partagions pour me briser devant tous. Le silence qui a suivi était une condamnation. Chaque regard posé sur moi était un poids supplémentaire sur mes épaules. Je suis resté immobile, le bistouri à la main, l'acier froid contre ma paume. Je ne sentais plus rien. Un vide glacial s'était installé dans ma poitrine, là où, quelques secondes plus tôt, il y avait encore de l'indignation, de la peine. C'était un choc si profond qu'il en était silencieux. J'ai regardé mes mains,
Ces mains qu'il avait un jour protégées des brutes de l'école. Ces mains qu'il avait aidé à payer les livres de médecine en vendant la voiture de notre père. Et maintenant, il les paralysait. Je n'étais plus le docteur Dubois. Je n'étais même plus Alain. J'étais devenu une chose exposée, une caricature de compassion, une honte pour le nom que nous portions. L'humiliation n'était pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le fait que c'était lui, Étienne, mon héros, mon protecteur, mon créancier moral, qui les avait prononcés. Il avait utilisé toute notre histoire pour me démolir. Alors que ses bottes s'éloignaient, laissant derrière lui une tente emplie d'un silence gêné, une certitude a commencé à prendre forme dans le vide de ma poitrine. Ce n'était pas la guerre qui venait de parler. Ce n'était pas la cruauté d'un officier endurci. C'était autre chose. C'était personnel. C'était l'aboutissement de quelque chose qui couvait depuis des années, depuis l'île, depuis le sacrifice qu'il n'avait jamais cessé de me faire payer. Ce jour-là, sous la toile brûlante d'une tente en Italie, Étienne n'avait pas simplement donné un ordre. Il avait franchi une ligne, une frontière invisible entre la dette et la tyrannie, entre la fraternité et le mépris. Il avait détruit la seule chose qui me permettait de tout endurer, l'illusion que son sacrifice avait été fait par amour. Et je savais, avec une clarté terrible, que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Quelque chose était mort, et ce n'était pas seulement ce jeune soldat allemand. Le froid dans ma poitrine n'était pas une métaphore. C'était une sensation physique, un vide glacial qui avait remplacé l'air dans mes poumons. Je suis resté là, le scalpel encore dans ma main, longtemps après que le bruit des bottes d'Étienne se fût éteint. Son ombre, elle, semblait encore collée aux parois de la tente. L'humiliation n'était pas une vague qui submerge et se retire. C'était un poison lent qui s'infiltrait dans mon sang. Bien plus, sûrement que la septicémie dans la jambe du jeune Allemand. J'ai regardé mes mains, les ai vues trembler légèrement. Ces mains, celles qui avaient tourné les pages de milliers de livres, des livres qui sentaient en la poussière et la promesse. Des livres qu'Étienne avait payés. Chaque page tournée était une reconnaissance de dette. Chaque examen réussi un acompte. Mais je comprenais maintenant, dans ce silence assourdissant, que cette dette n'avait jamais été conçue pour être remboursée. Elle était une chaîne. Et la clé, il venait de la jeter au loin. Je me souviens de l'odeur de la Peugeot 202, un mélange de cuir usé, d'essence et du tabac froid de notre père. J'avais 17 ans, et les frais d'inscription à la faculté de médecine étaient une montagne que notre budget familial ne pouvait escalader. J'étais prêt à abandonner, à trouver un travail, n'importe quoi. C'est Étienne qui a dit non. Sa voix n'était pas encore dure comme aujourd'hui. Elle était juste ferme, définitive. Tu seras médecin. C'est ce que père aurait voulu. Le lendemain, la voiture n'était plus dans le garage. Il ne m'a jamais dit combien il en avait obtenu. Mais l'argent est apparu sur la table de la cuisine, en liasse bien rangée. Il a juste posé sa main sur mon épaule. Un geste lourd de sens. Un transfert de responsabilité. Ce jour-là, il ne m'a pas seulement acheté des livres. Il a acheté une partie de mon avenir. Et je le lui avais cédé sans même m'en rendre compte. Aveuglé par une gratitude qui me semblait alors pure et infinie. Avant la guerre, ma vie était réglée sur son sacrifice. Je me levais à 5 heures, non par discipline, mais par culpabilité. Chaque heure de sommeil perdu était un tribut, une façon de lui montrer que son investissement portait ses fruits. Le dispensaire était mon refuge et ma prison. 12 heures par jour, à soigner les pauvres gens de l'île, à diagnostiquer avec presque rien, à sentir la misère coller à ma peau. Je n'avais pas de vie sociale, pas de sortie, pas de petit ami. Je rentrais tard, je mangeais seul dans ma petite maison au fond du jardin de notre tante, puis j'étudiais encore. Et chaque mois, sans qu'il ait besoin de le demander, je lui remettais 30% de mon salaire. Il l'acceptait d'un signe de tête, comme une évidence. C'était le remboursement. Nous n'avons jamais utilisé ce mot, mais il flottait entre nous, aussi tangible que l'argent que je lui tendais. Je croyais honorer ma dette. En réalité, je ne faisais que la renouveler. Les dîners du dimanche étaient le théâtre de notre relation. Tante Cécile cuisinait, et nous nous asseyions à la même table où notre père avait présidé. Étienne avait naturellement pris sa place au bout. Sa parole était l'évangile. Il parlait de son travail à l'usine, de politique, de l'avenir. Il ne me demandait jamais mon avis. Il me posait des questions, comme un examinateur. Alors, Alain, combien de grippes as-tu guéri cette semaine? Le ton était toujours légèrement ironique, une façon subtile de rappeler à tous que mon travail, si noble soit-il,
était à une échelle inférieure. Il était l'ingénieur qui avait renoncé à construire des ponts pour que je puisse soigner des rhumes. Si j'essayais de parler d'un cas complexe, il coupait court. Ne nous ennuie pas avec tes histoires macabres. J'ai appris à me taire, à manger en silence. Mon silence était une forme de respect, une reconnaissance de sa supériorité. Je pensais que c'était de la pudeur. C'était de la soumission. Pourtant, il y a eu des moments, rares, des éclats de lumière dans cette longue pénombre. Le jour de ma remise de diplôme, il était là, en costume, mal à l'aise, mais présent. Quand mon nom a été appelé, il n'a pas applaudi fort, mais je l'ai vu redresser les épaules. Plus tard, en rentrant, il m'a simplement dit « Père serait fier ». C'était tout. 2 mots. Mais pour moi, c'était une absolution. J'ai vécu sur ces 2 mots pendant des années. Je me les suis répétés les soirs. De doute, quand le poids de la fatigue et de la solitude devenait trop lourd. Ils étaient la preuve que mon sacrifice à moi, celui de ma jeunesse, de ma liberté, avait un sens à ses yeux. Je me suis accroché à ce souvenir, comme un naufragé à une planche. Je n'avais pas compris que pour lui, ce n'était peut-être qu'une façon de clore un chapitre, de dire « La transaction est terminée, tu m'appartiens maintenant ». J'ai été élevé dans le culte de la hiérarchie, celle de l'Église, celle de Zidiset, l'État, et surtout, celle de la famille. Mon père était un homme de principe, et son principe cardinal était que l'aîné est le gardien du cadet. Après leur mort, Étienne n'est pas seulement devenu mon frère, il est devenu une institution. Lui désobéir, c'était trahir la mémoire de nos parents. C'était saper les fondations mêmes de notre existence. Cette croyance était si profondément ancrée en moi que je ne la questionnais même pas. C'était une loi de la nature, comme la gravité. Son autorité était légitime parce qu'il était l'aîné, parce qu'il s'était sacrifié. Chaque décision qu'il prenait était, par définition, la bonne. Je n'étais pas son égal. J'étais son projet, sa création. Et une créature ne se rebelle pas contre son créateur. Elle le sert, elle l'honore, et elle espère sa bienveillance. Mon serment d'Hippocrate était une éthique professionnelle. Ma loyauté envers Étienne était une foi. Je me souviens d'une cour d'école, de la poussière qui vole, du goût du sang dans ma bouche. J'avais 8 ans, peut-être 9. 2 garçons plus grands m'avaient coincé contre un mur. Et puis Étienne est arrivé. Il en avait 14. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé. Il s'est juste planté devant moi, les bras croisés, et a dit d'une voix calme « Laissez-le ». Il y avait quelque chose dans son regard, une certitude froide qui a suffi à les faire reculer. Il a posé sa main sur mon épaule, exactement comme il le ferait des années plus tard, en vendant la voiture, et m'a ramené à la maison. Ce jour-là, il est devenu mon héros, mon protecteur. C'est cette image que j'ai superposée à l'homme qu'il est devenu, refusant de voir les fissures, les changements. Dans l'attente, alors qu'il me détruisait mot par mot, une partie de moi cherchait encore le garçon de 14 ans qui m'avait protégé. Mais il n'était plus là. L'homme qui l'avait remplacé était celui qui m'avait poussé contre le mur. Le ressentiment d'Étienne n'est pas né avec la guerre. Il a grandi lentement, apathisant von l'ombre de son propre sacrifice. L'école d'ingénieur n'était pas juste un rêve, c'était sa nature. Il pensait en système, en structure, en efficacité. Il a dû renoncer à tout cela pour un travail à l'usine, un travail répétitif qui a dû tuer son esprit à petit feu. Et pendant ce temps, je vivais son rêve par procuration. Les études supérieures, le prestige d'un titre, la reconnaissance sociale. Chaque succès que je remportais devait être pour lui un rappel de ce qu'il avait perdu. Je le vois maintenant. Sa condescendance n'était pas de la supériorité. C'était un mécanisme de défense. En me rabaissant, il élevait la valeur de son sacrifice. Il ne pouvait pas admettre que j'ai pu réussir par moi-même. Ma réussite devait rester la sienne, un produit de sa générosité. Sinon, son renoncement n'aurait été qu'une tragédie personnelle, et non plus un acte héroïque. Le changement a été progressif, presque imperceptible. D'abord, l'ironie a remplacé la fierté. Puis, les conseils sont devenus des ordres. Les conversations, des monologues. La guerre n'a fait qu'accélérer le processus, lui donnant un uniforme et une justification. L'autorité qu'il exerçait sur moi dans le cercle familial, il pouvait désormais l'exercer au vu et au su de tous, légitimé par ses galons de lieutenant. « Ceci n'est pas votre cabinet, docteur. » Combien de fois me l'avait-il dit? C'était sa façon de me rappeler que dans son monde, le monde réel de la guerre et du pouvoir, mes compétences et mes principes n'avaient aucune valeur.
J'étais un invité, un civil déguisé, toléré tant que je restais à ma place. J'ai accepté cette dynamique. Je l'ai normalisée. Je me disais que c'était la pression, la fatigue, la brutalité du conflit qui le rendait ainsi. Je me trompais. La guerre ne l'a pas changé. Elle a simplement révélé ce qu'il était toujours devenu. Et tout cela m'a mené à ce moment précis. Le silence de l'attente, l'odeur de la gangrène, le gémissement faible du garçon sur le brancard. L'humiliation infligée par Étienne n'était pas une explosion de colère due au stress du combat. C'était l'aboutissement logique d'années de dettes non remboursées, de ressentiments accumulés et de pouvoirs non contestés. Il n'a pas seulement déshonoré mon serment de médecin. Il a profané chaque souvenir que j'avais chéri. La voiture vendue, la main protectrice sur mon épaule, les mots de fierté le jour de mon diplôme. Il les a pris un par un et les a transformés en armes contre moi. Il m'a montré que l'amour que je croyais être le fondement de notre relation n'était qu'un contrat dont il avait écrit toutes les clauses en sa faveur. Quelque chose s'est brisé en moi, pas bruyamment. Ce fut un craquement silencieux, profond, la certitude que le héros de mon enfance n'existait plus, et que je devais maintenant décider quel homme j'allais être, sans lui. Les jours qui ont suivi ont été faits de silence. Un silence dense, lourd, qui s'installait entre Étienne et moi à chaque fois que nos chemins se croisaient. Il ne me regardait plus, mais je sentais son regard sur moi quand je tournais le dos. Dans la tente médicale, le jeune Allemand brûlait de fièvre, sa jambe une masse informe et nauséabonde. Je travaillais avec une précision mécanique, changeant ses pansements avec le peu de matériel que j'avais, mes gestes devenus un refuge contre la pensée. L'humiliation n'était plus une blessure vive, mais une ecchymose profonde qui me rappelait sa présence à chaque mouvement. Je continuais à faire mon travail, mais je n'étais plus le même homme. J'étais devenu un étranger dans mon propre camp, et le mur invisible qui me séparait de mon frère grandissait d'heure en heure, brique de silence après brique de mépris. C'était un siège, et je commençais à comprendre que j'étais l'assiégé. 2 jours plus tard, il m'a coincé près des latrines, à l'écart des oreilles indiscrètes. Il a allumé une cigarette, le crépitement du tabac brisant le silence. Il ne m'a pas regardé. Il faut t'endurcir, Alain. C'est ça ou mourir. Sa voix était neutre, comme s'il donnait un cours de stratégie. Ce n'est pas l'île, ici. Il n'y a pas de place pour la sensiblerie. Tes principes, ce sont un luxe, et ce luxe coûtera la vie à nos hommes. Il a expiré un nuage de fumée qui s'est dissipé entre nous. Ce n'était pas une conversation. C'était un monologue, une justification de sa cruauté déguisée en leçon de survie. Il ne cherchait pas le dialogue, encore moins le pardon. Il réaffirmait son autorité, redéfinissant les termes de notre relation. Il était le commandant, et j'étais le subordonné qui devait apprendre sa place. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, un geste vide qui a semblé le satisfaire. Il a écrasé sa cigarette sous sa botte, et il est parti. Le lendemain, Mathilde, mon infirmière la plus compétente, une femme d'une 40aine d'années qui avait l'expérience de 3 campagnes, a été réaffectée. Étienne me l'a annoncé lui-même, devant l'entrée de la tente, d'un ton faussement administratif. J'ai besoin d'elle au bureau des registres. Les pertes sont mal documentées. C'était un mensonge si évident que personne n'a osé le relever. Mathilde m'a jeté un regard désolé, un mélange de pitié et d'impuissance. Je l'ai remerciée pour son travail, ma voix plus plate que je ne l'aurais souhaité. Je venais de perdre mon bras droit, la seule personne avec qui je pouvais échanger un regard de compréhension. C'était une punition, claire et nette. Il ne m'attaquait plus seulement avec des mots. Il commençait à démanteler méthodiquement ma capacité à travailler. Il m'isolait, me rendant plus faible, plus dépendant, plus seul. Chaque jour, il resserrait un peu plus l'étau. La tente du mess est devenue une autre arène. Avant, les repas étaient un bref répit, un moment de camaraderie brute, mais réelle. Maintenant, c'était une épreuve. Quand j'entrais, les conversations baissaient d'un ton. Les hommes ne savaient pas comment se comporter avec moi. Le frère du lieutenant, l'objet de son mépris public. Un soir, alors que je mangeais ma soupe en silence, Étienne est entré avec 2 autres officiers. En passant près de ma table, il a lancé, assez fort pour être entendu de tous, « Alors, Alain, comment se porte ta collection ?» Le mot « collection » a flotté dans l'air, déshumanisant les prisonniers, me transformant en un entomologiste pervers. Quelques rires forcés ont éclaté. J'ai senti le sang me monter aux joues, mais je n'ai pas levé les yeux de mon bol. J'ai fini ma soupe rapidement, et je suis parti. À partir de ce jour, j'ai pris mes repas seul, dans ma tente. Puis,
Les fournitures ont commencé à manquer de manière systématique. Une caisse de sulfamide, essentielle pour combattre les infections, a été égarée lors du dernier ravitaillement. J'ai passé une matinée entière à courir entre le quartier maître et les services de logistique. On m'a opposé des haussements d'épaules, des promesses vagues. C'est la guerre, docteur. Les choses se perdent. Mais je savais que rien ne se perdait dans un camp géré avec l'efficacité maniaque d'Étienne. C'était un sabotage silencieux. Je me suis retrouvé à devoir rationner les bandages, à laver et réutiliser des compresses, des pratiques que je n'aurais jamais imaginées. Je voyais la santé de mes patients, amis comme ennemis, se détériorer à cause d'une pénurie organisée. Mon impuissance était totale. J'étais un médecin sans armes, un artisan sans outils, et mon bourreau portait le même nom que moi. La cruauté a franchi une nouvelle étape avec l'eau. La ration destinée à l'aile des prisonniers a été divisée par 2. Un matin, j'ai trouvé les hommes déshydratés, leurs lèvres craquelées, leurs yeux fiévreux encore plus enfoncés dans leurs orbites. J'ai interpellé le caporal de garde, un jeune homme qui avait peur de son ombre. Il a bafouillé, évitant mon regard. « Ce sont les ordres, mon docteur. Ordre du lieutenant. Pour préserver les réserves pour nous. Hommes. » C'était un autre mensonge. Nos réserves étaient pleines, je le savais. C'était un acte de torture délibéré, une façon de briser des hommes déjà à terre. Et c'était un message pour moi. Ton obsession pour l'ennemi aura un coût, et ce sont eux qui le paieront. Je suis retourné dans ma tente, le cœur battant d'une colère froide et sourde. Ce n'était plus de l'humiliation. C'était devenu une question de vie ou de mort. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis sur mon lit de camp, dans l'obscurité, j'ai tout repassé dans ma tête. La conversation, le départ de Mathilde, le surnom infâme, les sulfamides disparus, l'eau. Ce n'étaient pas des incidents isolés, des éclats de colère nés de la fatigue. C'était un plan, une stratégie méthodique et progressive, conçue pour me briser. Chaque action était un coup, chaque parole une lame, et chaque silence une menace. Je voyais enfin le dessin dans le tapis, la logique glaciale derrière le chaos apparent. Étienne ne voulait pas seulement me punir pour avoir défié son autorité ce jour-là. Il voulait éradiquer ce que je représentais, une forme de compassion qu'il avait dû tuer en lui-même. Il voulait me prouver que son monde, un monde de force brute et de mépris, était le seul viable. Et pour cela, il était prêt à me détruire, pièce par pièce. La perception de ce schéma m'a glacé bien plus que le froid de la nuit italienne. La dernière attaque publique a eu lieu lors de la réunion d'état-major. J'y assistais pour présenter le rapport sanitaire hebdomadaire. La tente de commandement était épaisse de fumée de cigarettes et de testostérone. On parlait de la prochaine offensive, des mouvements de troupes, des pertes attendues. Quand j'ai eu fini mon rapport, mentionnant le taux d'infection élevé chez les prisonniers faute de médicaments, un silence s'est fait. C'est le moment qu'Étienne a choisi. Il a souri, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Ne vous inquiétez pas pour le docteur », a-t-il dit aux autres. « Officier. Il fait campagne pour être nommé délégué de la Croix-Rouge ennemie. Il a déjà mon vote. » Des rires gras ont éclaté. On m'a tapoté l'épaule. J'étais le sujet de la blague, le fou du roi, l'idéaliste ridicule. J'ai senti mon visage se figer. Je n'étais plus un médecin faisant son rapport. J'étais une caricature. Je suis sorti de la tente de commandement, et j'ai respiré l'air froid de la nuit. Le rire des officiers résonnait encore dans mes oreilles. Cette blague n'était pas anodine. C'était une manœuvre politique. En me ridiculisant devant le commandant Bastien et les autres chefs de section, Étienne sapait ma crédibilité professionnelle. Il me peignait comme un sympathisant de l'ennemi, un élément peu fiable dont les rapports et les requêtes ne devaient pas être pris au sérieux. Il ne se contentait plus de m'isoler. Il me discréditait, détruisant ma réputation pour s'assurer que personne ne m'écouterait si je décidais de parler. Il construisait une forteresse de mépris autour de moi, s'assurant que toutes les portes de sortie seraient fermées. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne me laisserait aucune échappatoire. Il ne s'arrêterait que lorsque j'aurais abdiqué, que je serais devenu une coquille vide, aussi soumis et silencieux qu'il l'exigeait. Je retournai vers l'infirmerie, mes pas lourds sur la terre battue. Le camp était presque silencieux, seulement troublé par le bruit lointain d'un moteur. C'est alors que je les ai entendus. 2 soldats, fumant dans l'ombre d'un camion. Je ne les voyais pas, mais leur voix était un éclair. C'est quand même dégueulasse, cette histoire d'eau pour les prisonniers. L'autre a grogné. T'as pas entendu? C'est le lieutenant Dubois lui-même qui a passé l'ordre au sergent Fourier. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il a dit « Qu'il crève de soif, ça fera moins de bouches inutiles à nourrir ».
Le sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était plus une supposition, une déduction. C'était un fait. L'âme, preuve irréfutable. L'ordre n'était pas passé par la chaîne de commandement habituelle. C'était un ordre direct, personnel, brutal. Un ordre de mort. Je me suis arrêté, caché dans l'ombre, le souffle coupé. La dernière illusion venait de se briser. La dernière excuse que mon esprit s'était inventée pour lui, la pression, la guerre, une erreur de jugement, a volé en éclats. Il n'y avait plus de frère aîné endurci par le conflit. Il n'y avait qu'un homme qui avait utilisé son pouvoir pour ordonner un acte d'une cruauté délibérée. Les mots des soldats tournaient en boucle dans ma tête. Qu'ils crèvent de soif. Ce n'était pas la voix d'un officier. C'était la voix d'un tortionnaire. Et cette voix appartenait à l'homme qui m'avait protégé dans la cour de l'école, qui avait vendu la voiture de notre père pour mon avenir. La trahison n'était plus seulement émotionnelle ou psychologique. Elle était devenue criminelle. Une certitude étrange, presque sereine, s'est installée en moi. Certitude que je ne pouvais plus rester silencieux. Mon silence ne protégeait plus un frère. Il faisait de moi le complice d'un monstre. J'ai poussé la toile de la tente médicale. L'odeur de mort imminente était plus forte que jamais. Le jeune soldat allemand était agité d'un tremblement convulsif, ses yeux révulsés. Il délirait, marmonnant des mots dans sa langue. J'ai posé ma main sur son front. Il était brûlant. En le regardant, je ne voyais plus un ennemi, ni même un patient. Je voyais la victime d'un meurtre lent, orchestré par mon propre sang. Chaque grelottement de son corps était une accusation. Chaque souffle rauque était un appel. Le poids de ma dette envers Étienne, ce poids que j'avais porté toute ma vie, m'a semblé soudain dérisoire face à la vie de cet inconnu. Une vie que j'aurais pu sauver. Le silence qui m'habitait avait changé de nature. Ce n'était plus le silence de la peur ou de la soumission. C'était le calme qui précède la tempête, la concentration d'un chirurgien avant l'incision décisive. Je savais ce que je devais faire. Je suis resté dans l'ombre du camion, longtemps après que les soldats se furent éloignés. Leurs mots flottaient encore dans l'air nocturne, gravés dans le froid. Qu'ils crèvent de soif. Ce n'était plus une supposition, une interprétation de ma part. C'était un ordre direct, personnel, donné par mon frère. La dernière parcelle d'innocence que j'accordais à ses actions, la dernière excuse que je lui trouvais. La pression, la fatigue, la brutalité de la guerre, venaient de se dissoudre en rien. Le sol sous mes pieds semblait soudain moins solide. Je n'étais plus le frère d'un officier endurci. J'étais le frère d'un homme qui ordonnait la torture par la soif. Le silence du camp m'enveloppait. Mais à l'intérieur de moi, un vacarme assourdissant venait de commencer. Chaque battement de mon cœur martelait la même question. Qui est cet homme? Et depuis quand suis-je son complice silencieux? La dette, la gratitude, l'amour fraternel, tout cela me paraissait soudain comme un décor de théâtre qui venait de s'effondrer. J'ai marché lentement vers la tente médicale, chaque pas une décision. L'air à l'intérieur était le même, fétide et lourd, mais je le respirais différemment. Le jeune Allemand était toujours là, sur son brancard, agité de soubresauts fiévreux. Ses lèvres étaient fendillées, sa peau parcheminée. Il était la preuve vivante, ou plutôt mourante, des mots que je venais d'entendre. En le regardant, je ne voyais plus un cas clinique, une septicémie à traiter. Je voyais une victime, et je voyais le bourreau. Le visage du bourreau était celui de mon enfance, celui de l'homme qui avait payé mes études. Pour la première fois, le conflit n'était plus entre mon serment et son ordre. Il était entre l'homme que j'étais et l'homme qu'il voulait que je sois. Et au milieu, ce corps d'à peine 19 ans, devenant le champ de bataille de nos deux âmes. Continuer à me taire, ce n'était plus de la loyauté. C'était un acte de lâcheté, un meurtre par procuration. La Peugeot 202. L'image de la voiture a surgi dans mon esprit avec une clarté brutale. Le cuir usé, le volant en bakélite, le sacrifice fondateur de notre relation. Étienne l'avait vendu pour que je devienne un homme qui sauve des vies. Et maintenant, il utilisait le pouvoir que ce sacrifice lui avait donné sur moi pour m'ordonner d'en laisser mourir une. La logique de la transaction m'est apparue dans toute sa monstruosité. La dette n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question de propriété. En vendant cette voiture, il n'avait pas acheté mes études, il m'avait acheté moi. Mon avenir, ma volonté, ma conscience. Chaque franc qu'il avait obtenu pour cette carcasse de métal était un maillon de la chaîne qu'il avait passé à mon cou. Et je l'avais porté volontairement,
aveuglé par une gratitude qui était en réalité une servitude. Le prix de ma liberté était la vie de ce garçon. Je ne pouvais plus payer ce prix. Père ne vous a pas élevé pour être une gouvernante de Bosch. Sa phrase, lancée comme une pierre devant toute la section, m'est revenue en mémoire. Mais cette fois, elle avait un son différent. Je me suis demandé ce que notre père aurait vraiment pensé. Un homme simple, un ouvrier de l'île, mais un homme droit. Un homme qui nous avait appris que la dignité ne dépendait pas de l'uniforme ou de la nationalité. Aurait-il été fier de son fils aîné, le lieutenant qui refuse de l'eau à un mourant? Ou aurait-il été fier de celui qui, malgré la haine et la peur, essayait de rester un médecin? Dans le silence de la tente, j'ai senti une certitude s'installer. Étienne n'avait pas seulement trahi mon serment, il avait trahi tout ce que notre père nous avait légué. Il avait sali sa mémoire pour justifier sa propre cruauté. Et en invoquant son nom, il m'avait donné, sans le vouloir, la clé pour me libérer. Je ne devais plus rien à Étienne. Je devais tout à la mémoire de mon père. La peur était une chose physique, un nœud froid dans mon estomac. Perdre Étienne, c'était perdre la dernière attache à mon passé, à ma famille. C'était affronter la solitude absolue, ici, au milieu de cette folie. L'idée était terrifiante. Mais une autre peur, plus profonde, plus viscérale, a commencé à la supplanter. La peur de ce que je deviendrais si je continuais à céder. Je me suis vu dans 10, 20 ans. Un homme au dos courbé, non par l'âge, mais par la honte. Un homme dont la conscience serait un cimetière de compromis. Un homme qui aurait laissé mourir un garçon pour ne pas déplaire à son frère. Cette image était plus insupportable que n'importe quelle solitude. La solitude que m'offrait Étienne était celle d'un vassal dans une cour tyrannique. La solitude que je devais choisir était celle d'un homme debout, seul peut-être, mais entier. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver. L'amour que j'attendais de lui était un poison. Le seul antidote était ma propre décision. Mon silence avait toujours été ma façon de communiquer avec lui, une marque de respect, une reconnaissance de sa place. C'était la monnaie avec laquelle je payais ma dette. Un silence de gratitude. Puis c'était devenu un silence de prudence, pour éviter les conflits, pour préserver la paix fragile entre nous. Dans cette tente, face à ce corps qui se battait pour chaque souffle, j'ai compris la vraie nature de mon silence. Ce n'était ni du respect, ni de la prudence. C'était de la complicité. Chaque fois que je m'étais tu face à une injustice, une humiliation, une parole cruelle, j'avais nourri le monstre. Je l'avais autorisé à grandir, à croire que son pouvoir sur moi était sans limite. Mon silence n'était pas un refuge. C'était une cage que j'avais construite moi-même, barreau après barreau. Si je devais me taire encore, ce ne serait plus par soumission. Ce serait le silence du chasseur qui prépare son piège. Le silence avant l'action. Je me suis souvenu de la cour, d'école, la poussière, le goût du sang. Étienne, 14 ans, se plantant devant moi. Laissez-le. Ce souvenir avait été mon talisman, la preuve de son amour protecteur. Mais maintenant, je le revoyais avec d'autres yeux. Il n'avait pas dit « ne le touchez pas » ou « arrêtez ». Il avait dit « laissez-le ». Un ordre de propriété. Comme on dirait « laissez mon livre » ou « laissez mon outil ». J'avais toujours été son projet, sa possession. Sa protection n'était pas un acte de générosité, mais une affirmation de son droit sur moi. Il m'avait protégé des autres pour être le seul à pouvoir me briser. La révélation était d'une tristesse infinie. Le héros de mon enfance n'avait jamais existé. Il n'y avait eu qu'un tuteur, qui s'était lentement transformé en geôlier. Et la seule personne qui pouvait me libérer, c'était moi. Le petit garçon de 8 ans, terrifié dans la cour, devait enfin apprendre à se défendre seul. J'ai regardé mes mains, des mains de médecin, faites pour suturer, pour palper, pour diagnostiquer, faites pour réparer ce qui est cassé. Une décision a pris forme en moi, non pas comme une vague de colère, mais comme le lent ajustement d'une lentille qui met enfin le monde au point. C'était une décision froide, calme, chirurgicale. La tumeur, c'était cette relation, cette dette, cette hiérarchie toxique. Et il fallait l'exciser, proprement, sans haine, mais sans hésitation. Le risque était énorme. La cour martiale, la rupture définitive, la solitude. J'ai accepté tout cela. L'alternative était la mort de l'âme, une gangrène morale bien plus terrible que celle qui rongeait la jambe du jeune Allemand. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais seulement que je ne pouvais plus être cet homme. Le silence dans la tente était total, seulement brisé par la respiration rauque du mourant. Mon conflit interne était terminé.
Je savais ce que j'allais faire. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné à mon lit de camp. La décision, une fois prise, avait nettoyé mon esprit de toute fatigue. J'ai allumé ma petite lampe à pétrole, la flamme projetant des ombres dansantes sur les parois de toile de ma tente. Le monde extérieur, avec ses bruits de sentinelles et le grondement lointain de l'artillerie, semblait reculer, devenir un décor sans importance. Mon univers s'était rétréci à cette table pliante et à la mission qui m'attendait. J'ai sorti une liasse de papier à en-tête de l'infirmerie et le stylo que ma tante m'avait offert pour mon diplôme. L'encre était noire, dense. Je n'étais plus un frère accablé, ni un subordonné humilié. J'étais devenu un témoin, et un témoin a le devoir de consigner les faits, froidement, sans pathos. Un calme étrange, presque chirurgical, s'est emparé de moi. Je n'avais pas peur. J'éprouvais seulement le poids d'une nécessité absolue, comme avant une opération dont dépend la vie d'un homme. J'ai commencé à écrire. Ma main ne tremblait pas. Les mots qui venaient n'étaient pas ceux de la colère ou de la trahison. C'étaient les mots du médecin, précis, factuels, dénués de tout adjectif superflu. Rapport sur les conditions de traitement des prisonniers de guerre au poste médical avancé de Pontecorvo, période du 12 au 15 juin 1944. J'ai détaillé, avec la rigueur d'un rapport d'autopsie, l'état du jeune soldat allemand à son arrivée. J'ai noté la progression de la nécrose, l'apparition de la fièvre, la dégradation de ses signes vitaux. J'ai listé les autres prisonniers, leur pathologie, leur affaiblissement progressif. Chaque phrase était une observation clinique, chaque paragraphe une preuve. Je ne racontais pas une histoire de famille. Je documentais une défaillance systémique dont je connaissais l'architecte. L'acte d'écrire était une dissection, non pas d'un corps, mais d'un crime commis par omission. Et chaque mot était un coup de scalpel dans le tissu de notre passé commun. La deuxième page fut consacrée à la négligence délibérée. J'ai listé les demandes de fourniture, avec les dates et les réponses évasives que j'avais reçues, la caisse de sulfamide égarée, les bandages rationnés, puis, le point crucial, l'eau. J'ai décrit la déshydratation aiguë des hommes, un symptôme que nul médecin ne peut ignorer. J'ai hésité un instant avant de rapporter la conversation des deux soldats. C'était un témoignage indirect, fragile peut-être, mais essentiel. J'ai retranscrit les mots exacts que j'avais entendus. Ordre du lieutenant Dubois. Qu'il crève de soif, ça fera moins de bouches inutiles à nourrir. J'ai ajouté avoir obtenu confirmation de cet ordre par le caporal Durand, du service de l'intendance, qui me l'avait avoué à voix basse. Le stylo semblait plus lourd en traçant ces mots. Ils n'étaient plus seulement une description clinique. Ils étaient une accusation de meurtre. Je venais de transformer mon frère en un nom dans un rapport criminel. Pour la dernière partie, j'ai changé de registre. Je suis passé du médecin au juriste. J'ai invoqué, de ma manière sobre et directe, les conventions de Genève relatives au traitement des prisonniers de guerre, signées par la France. J'ai souligné que les actions décrites constituaient une violation flagrante de l'article 7, qui garantit des soins médicaux équivalents à ceux fournis aux soldats de sa propre armée. C'était une démarche stratégique. Je ne faisais pas appel à la morale ou à la compassion du commandant Bastien, mais à son légalisme, à son respect obsessionnel du règlement. Je ne présentais pas Étienne comme un homme cruel, mais comme un officier en faute professionnelle grave, ayant mis en péril non seulement la vie d'homme, mais aussi l'honneur du régiment et le respect du droit international. Je retournai contre mon frère l'arme qu'il vénérait le plus, la hiérarchie et ses règles. La discipline n'était plus de son côté, elle était désormais du mien. J'ai posé le stylo. Les 4 pages étaient là, sur la table, éclairées par la lueur vacillante de la lampe. Je les ai relus, non pas pour y chercher une faille émotionnelle, mais pour en vérifier la précision factuelle. Chaque date était correcte, chaque symptôme décrit avec exactitude. Ces feuilles de papier étaient redevenues une chose vivante, une arme froide et silencieuse. En les lisant, j'ai ressenti une vague de tristesse profonde, un deuil pour le garçon de 14 ans qui m'avait protégé dans la cour de l'école. Cet enfant était mort depuis longtemps, et je ne faisais que signer son acte de décès. Au bas de la dernière page, j'ai apposé ma signature. Docteur Alain Dubois. Pas Alain. Le titre était la seule identité qui me restait, la seule que je pouvais revendiquer sans honte. Cet acte simple, tracer mon nom, fut le geste final. Le cordon ombilical qui me liait à lui, fait de dette et de gratitude, venait d'être sectionné net. L'aube commençait à teinter le ciel d'un gris sale lorsque je suis sorti de ma tente.
J'ai plié le rapport en 4 et l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, contre mon cœur. Il pesait 1 tonne. La marche vers la tente de commandement, à l'autre bout du camp, m'a semblé durer une éternité. Le camp s'éveillait. Des soldats se lavèrent le visage dans des bassines d'eau froide, d'autres préparaient le café. Leur visage me semblait lointain, comme vu à travers une vitre. Je croisais des hommes que j'avais soignés, recousus, sauvés. Ils me saluaient d'un signe de tête. Je me demandais ce qu'ils penseraient s'ils savaient ce que je m'apprêtais à faire. Dénoncer son propre frère. Dans leur monde de loyauté et de fraternité d'armes, c'était sans doute la pire des trahisons. Mais ma fraternité à moi venait d'être redéfinie. Elle n'allait plus au sang, mais au serment. Chaque pas sur la terre battue était un pas de plus vers un monde où je serais irrémédiablement seul. Je suis arrivé devant la tente de commandement. La garde était assurée par un jeune caporal au visage encore adolescent. Je lui ai demandé, d'une voix que j'espérais neutre, une audience avec le commandant Bastien. Il m'a regardé avec surprise. Le commandant ne reçoit personne avant 8 heures, mon docteur. J'ai insisté. C'est une urgence de service. Le mot urgence a eu son effet. Il a disparu à l'intérieur. L'attente a commencé. Debout, face à l'entrée, je sentais le regard des soldats qui passaient. Je pouvais imaginer Étienne, à ce même instant, en train de faire sa tournée d'inspection, son pas assuré, son autorité incontestée. Il était le roi de ce petit royaume de boue et de toile, et j'étais sur le point de déclencher une guerre de succession. L'adjudant est ressorti. Le commandant vous recevra. Entrez. Le sol a semblé se dérober un instant sous mes pieds. C'était trop tard pour reculer. Le commandant Bastien était assis derrière son bureau de campagne, une carte d'état-major étalée devant lui. L'air était saturé de l'odeur de son café fort et du tabac de sa pipe. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné, dont les yeux clairs ne laissaient transparaître aucune émotion. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. Je me suis mis au garde à vous, comme l'exigeait le règlement. Je n'ai pas cherché à me justifier, à expliquer le contexte familial, la douleur, l'humiliation. Cela aurait tout affaibli. J'ai sorti les 4 feuilles de ma poche. Le papier était légèrement froissé. Mon commandant, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je viens vous remettre un rapport officiel concernant une grave infraction au règlement militaire et aux conventions internationales. J'ai fait un pas en avant et j'ai déposé les pages sur la carte, à côté de sa main. Le geste était accompli, irréversible. Il n'a pas touché le rapport tout de suite. Il a fini de boire son café, lentement, en me fixant par-dessus le bord de sa tasse. Son regard était intense, scrutateur. Il cherchait sans doute les signes de l'hystérie, de la vengeance personnelle, de l'insubordination. N'en trouvant aucun, il a finalement posé sa tasse et a pris les feuilles. Il a lu la première page, puis la deuxième, ses sourcils se fronçant légèrement. Son visage est resté une forteresse impénétrable, mais j'ai vu un muscle tressaillir sur sa mâchoire en lisant la citation sur l'ordre de priver les hommes d'eau. Quand il a terminé, il a replié les feuilles avec une précision méticuleuse. Il a levé les yeux vers moi. Le silence a duré plusieurs secondes, un silence lourd de conséquences. Puis il a dit, d'une voix neutre qui ne laissait présager ni blâme ni soutien. « C'est noté, docteur. Attendez dehors. » C'était un ordre. La machine administrative et militaire venait de se mettre en marche. Je suis sorti de la tente et j'ai attendu, debout dans la lumière crue du matin. Le camp était maintenant en pleine activité. Je me sentais complètement détaché de tout cela, comme si j'étais devenu un simple spectateur. 5 minutes plus tard, un ordonnance est sorti de la tente de Bastien en courant. 10 autres minutes se sont écoulées. Et puis je l'ai vu, Étienne. Il marchait d'un pas rapide depuis les quartiers des officiers, son visage fermé par l'incompréhension et une pointe d'agacement. Il avait dû être convoqué sans explication. Nos regards se sont croisés à une distance de 30 mètres. Ce fut bref, une fraction de seconde, mais tout était dedans. Il n'a pas vu son frère. Il a vu l'homme qui se tenait devant la tente du commandant, là où il n'avait rien à faire. Il a vu une anomalie. Et j'ai su qu'il avait compris. Dans ce regard, j'ai vu la fin de notre histoire. Je n'étais plus son cadet, son protégé, sa créature. J'étais devenu son accusateur. Et il était désormais mon adversaire. Étienne est resté enfermé avec le commandant Bastien pendant ce qui m'a semblé être une vie entière. Je suis resté dehors, près du mât où flottait un drapeau tricolore délavé par le soleil. Je n'étais plus un médecin attendant un verdict. J'étais devenu une pièce sur un échiquier, une pièce qui
venait de mettre le roi en échec. Le camp, d'habitude si bruyant, semblait retenir son souffle. Les hommes passaient, me jetèrent des regards obliques, curieux, méfiants. Ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils sentaient que l'axe du pouvoir venait de trembler. Mon propre corps était étrangement calme. Le tremblement avait cessé. J'étais dans l'œil du cyclone, ce point de silence absolu où la destruction s'organise tout autour. Je n'attendais plus la validation ou la condamnation. J'attendais simplement la conséquence, quelle qu'elle soit. La peur avait été remplacée par une sorte de fatalisme froid, la certitude que la seule chose à faire avait été faite. L'enquête fut menée avec une rapidité et une impersonnalité militaire qui m'ont à la fois glacé et rassuré. Le commandant Bastien n'a pas cherché à comprendre les dynamiques familiales, la dette, l'humiliation. Il ne s'intéressait qu'aux faits, aux dates, aux manquements au règlement. J'ai été convoqué à nouveau, cette fois en tant que témoin officiel. Assis sur une caisse de munitions face à son bureau, j'ai répondu à ses questions précises. Ma voix était égale, mes réponses factuelles. J'ai parlé du jeune Allemand, des sulfamides, de l'eau. J'ai cité le caporal Durand, qui a été appelé après moi et qui, terrorisé mais honnête, a confirmé mes dires. Je n'étais plus le petit frère qui se rebellait. J'étais un officier de santé remplissant son devoir. Bastien prenait des notes, son visage une plaque de granit. Dans cette procédure froide, je trouvais une étrange validation. Mes émotions n'avaient plus leur place. Seule la vérité comptait. La vérité que j'avais tue si longtemps. Quand Étienne est finalement ressorti de la tente de commandement, son visage n'était pas rouge de colère. Il était blanc. Une blancheur calcaire, tendue sur les os, qui rendait ses yeux encore plus sombres. Il s'est arrêté un instant, m'a aperçu de l'autre côté de la place. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux, ni même de haine. Il y avait quelque chose de bien pire, une froide reconnaissance. Il me voyait pour la première fois non comme sa création, mais comme une force indépendante et hostile. L'étranger qui portait son nom. Il a eu un très léger recul, presque imperceptible, comme un animal qui réalise que la proie qu'il chassait vient de se retourner avec des crocs. Puis, il a tourné les talons et s'est éloigné d'un pas raide, mécanique. Dans ce silence, dans ce regard, j'ai compris que le lien était brisé pour toujours. Il ne me pardonnerait jamais, non pas pour l'avoir dénoncé, mais pour lui avoir prouvé qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le camp s'est fracturé en deux, silencieusement. Les officiers plus âgés, les amis de longue date d'Étienne, ont commencé à m'éviter avec une application méticuleuse. Aux messes, si je m'asseyais à une table, la conversation s'éteignait poliment avant que mes voisins ne trouvent une excuse pour partir. On ne m'adressait la parole que pour des raisons de service, d'un ton glacialement correct. Je suis devenu une sorte de fantôme, une présence embarrassante. Cette mise au banc était une épreuve, une solitude nouvelle et agressive qui me rappelait chaque jour le prix de ma décision. J'étais l'homme qui avait brisé le code non écrit de la loyauté, celui qui avait préféré un règlement à un frère. Leur mépris était une validation inversée. Ils confirmaient que j'avais touché au cœur du système, à cette fraternité d'armes, qui, parfois, servait aussi à couvrir l'inacceptable. Je mangeais seul, mais pour la première fois, ma solitude ne me semblait pas être une faiblesse. En contrepoint, une autre forme de validation, plus subtile, a commencé à émerger. L'équipe médicale, les infirmiers, les brancardiers, se sont mis à m'appeler systématiquement « Docteur Dubois ». Ce n'était plus le Alain familier ou le docteur ironique d'Étienne. C'était un titre, une marque de respect formelle. Un matin, en arrivant à la tente, j'ai trouvé une tasse de café chaud qui m'attendait sur ma table de travail. Sans un mot. Les jeunes soldats que je croisais me saluaient avec une déférence nouvelle. Un regard direct qui n'existait pas avant. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils avaient compris. Ils avaient compris que j'avais pris un risque, non pour un ennemi, mais pour un principe qui les protégeait aussi. Leur silence n'était pas celui du rejet, mais celui d'une approbation discrète et profonde. C'était un soutien. Fragile, mais il était plus solide que toutes les accolades que j'avais pu recevoir dans ma vie antérieure. Il était réel. Une semaine plus tard, la décision officielle est tombée, affichée sur le panneau d'ordre du jour. Je l'ai lue au milieu d'une dizaine de soldats qui feignaient de ne pas me regarder. Par ordre du commandant Bastien, le lieutenant Étienne Dubois est relevé de son commandement de la 2e section avec effet immédiat. Il est muté au service des archives du régiment à Caserte, en attente d'une nouvelle affectation. C'était une humiliation administrative, une mort professionnelle lente. L'envoyé classait des papiers à 200 km du front
était la manière la plus élégante de le briser sans scandale. En lisant ces lignes, je n'ai ressenti ni triomphe ni joie, juste un vide immense. La machine que j'avais mise en marche avait fonctionné avec une efficacité terrible. Le nom Dubois, notre nom, était désormais associé à une sanction. J'avais gagné. J'avais détruit mon frère. La victoire avait le goût amer de la cendre. Les conséquences pratiques ont été immédiates. Le lendemain de l'annonce, un camion de ravitaillement s'est arrêté devant la tente médicale. Le sergent Fourier, le même qui m'avait opposé des fins de non-recevoir, a supervisé lui-même le déchargement. Une livraison spéciale pour vous, mon docteur. Ordre du commandant. Des caisses de sulfamide, des rouleaux de bandages neufs, des flacons de morphine. Plus que je n'en avais. Demandez. En ouvrant une caisse, l'odeur âcre des médicaments neufs m'a rempli les poumons. C'était l'odeur de la victoire. Une victoire concrète, tangible. L'intendance a également reçu l'ordre de rétablir et de doubler la ration d'eau pour tous les blessés, sans distinction de nationalité. Le protocole avait été réécrit. Mon rapport n'était plus un simple papier. Il était devenu une loi. Une loi qui, je le savais, allait sauver des vies. Et elle en a sauvé. 3 jours plus tard, une patrouille a ramené 2 autres prisonniers allemands, capturés dans une ferme isolée. L'un d'eux avait une blessure par éclat d'obus à l'abdomen, déjà infectée. Il y a 2 semaines, il serait mort de péritonite en moins de 48 heures. Mais cette fois, j'avais tout ce qu'il fallait. Les sulfamides en quantité, du plasma, des compresses stériles. J'ai opéré pendant 4 heures, sous la lumière crue d'une lampe à pétrole, secondé par un infirmier qui anticipait chacun de mes gestes. Quand j'ai suturé la dernière couche de peau, j'ai su qu'il s'en sortirait. En me relevant, le dos en feu, j'ai regardé cet homme inconscient, cet ennemi dont je venais de sauver la vie, et j'ai pensé au garçon de 19 ans qui était mort sur ce même brancard. Ce n'était pas une réparation, c'était une promesse tenue. La validation la plus pure, la seule qui comptait vraiment, était là, dans le souffle régulier de cet homme. Les mois ont passé, la guerre a continué sa course folle, nous emportant plus au nord. De mon frère, je n'avais aucune nouvelle directe. Le silence était total, absolu. Puis, un jour d'automne, une lettre de ma tante Cécile est arrivée, acheminée par les services postaux de l'armée. Son écriture tremblante couvrait 2 pages de papier fin. Elle parlait de la vie à Lille, du rationnement, de la peur des bombardements. Et puis, au détour d'un paragraphe, la phrase est tombée, sans préavis. Étienne nous a écrit. Il dit que tu l'as trahi, que tu as choisi le camp de l'ennemi. Je ne comprends pas, mon Alain. Ton père ne t'a pas élevé comme ça. La lettre a failli me glisser des mains. Traître. Le mot était là, noir sur blanc. Il avait réussi. Il avait repris le contrôle du récit familial, m'avait effacé de notre propre histoire pour me remplacer par une caricature monstrueuse. La rupture n'était plus seulement militaire ou personnelle. Elle était devenue totale, inscrite dans la mémoire de ceux que j'aimais. J'ai relu la phrase de ma tante 10 fois. Ton père ne t'a pas élevé comme ça. Cette même accusation, cette même invocation de notre père, mais cette fois filtrée par la peine d'une vieille femme qui ne pouvait pas comprendre. Une immense tristesse m'a envahi. Une tristesse lourde et sans colère. J'ai compris qu'Étienne n'avait pas seulement été muté. Quelque chose en lui avait été irrémédiablement brisé, et sa seule façon de survivre était de me détruire en retour, dans le seul espace qui lui restait, la famille. Il avait besoin que je sois le traître pour ne pas avoir à se voir comme le criminel. En me sacrifiant sur l'autel de la mémoire familiale, il sauvait sa propre image. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Je ne répondrai pas. Il n'y avait rien à expliquer. Je devais accepter d'être le méchant de son histoire, pour pouvoir rester le héros de la mienne. Dans cette solitude nouvelle, une paix étrange a commencé à s'installer. Une paix austère, sans joie, mais profonde. Libérée du poids de la dette, de la recherche constante de son approbation, je me sentais plus léger. Mon identité ne dépendait plus de son regard. J'étais le docteur Dubois, un homme qui avait fait un choix et qui en assumait toutes les conséquences, y compris celle d'être renié par son propre sang. Je continuais mon travail, recousant les corps brisés par la guerre, qu'ils soient amis ou ennemis, mais quelque chose avait changé. Je le faisais non plus par devoir ou par serment, mais parce que c'était simplement ce que j'étais. L'autorité que je cherchais n'était plus extérieure. Elle était en moi, silencieuse, inébranlable. C'était une fondation que j'avais construite moi-même,
avec les pierres de la solitude et le ciment de la conscience. Le soir, quand le camp s'endormait, je sortais parfois de ma tente et je regardais les étoiles au-dessus des montagnes italiennes. Je pensais à Lille, à la Peugeot 202, à la cour d'école. Ces souvenirs ne me faisaient plus mal. Ils étaient devenus des photographies d'un autre temps, l'histoire d'un autre homme. Un jeune homme qui croyait que la loyauté se mesurait à l'aune du sacrifice et de la gratitude. J'avais appris de la manière la plus brutale qui soit que la véritable loyauté n'est pas celle que l'on doit aux autres, mais celle que l'on se doit à soi-même. Mon frère m'avait appris à être médecin, mais c'est en le trahissant que j'avais enfin appris à être un homme. Et cette certitude, personne, pas même lui, ne pourrait jamais me l'enlever. C'était ma seule et définitive victoire. La guerre a pris fin, mais je ne suis jamais retourné à Lille. L'idée même de retrouver ces rues, cette maison au fond du jardin, cette table du dimanche, m'était physiquement insupportable. Ce monde appartenait à une autre vie, à un autre homme. J'ai cherché sur une carte un endroit où le silence n'était pas celui de la peur ou de la soumission, mais celui de la terre et du ciel. Je l'ai trouvé dans le Cantal, un petit village accroché à la pente d'une montagne, un lieu où les noms de famille comptaient moins que la solidité d'une poignée de main. J'y ai ouvert un cabinet, dans une maison en pierre aux volets bleus. La sonnette de la porte d'entrée a un son clair, presque joyeux. C'est le seul bruit qui vient troubler la paix de mes journées. Ici, je ne suis pas le frère d'Étienne Dubois. Je suis simplement le docteur. Et pour la première fois de ma vie, cela me suffit amplement. Ma routine n'est plus dictée par la culpabilité. Je me lève encore tôt, mais c'est le soleil qui me réveille, pas le poids d'une dette. Je prends mon café en regardant les brumes matinales s'accrocher au sommet. Mes journées sont longues, remplies de visites à des fermes isolées, de diagnostics posés sur le coin d'une table de cuisine, de mains d'enfants à rassurer. Les gens d'ici sont rudes, taiseux, mais leur confiance est une chose solide, gagnée jour après jour. Ils ne me demandent pas d'où je viens, ni ce que j'ai laissé derrière moi. Ils voient seulement les mains qui soignent, l'oreille qui écoute. Ils me pètent en œuf, en fromage, parfois juste avec un « merci bien, docteur », qui vaut tout l'or du monde. Ce n'est plus un remboursement, c'est un échange, un équilibre simple et juste, comme je n'en avais jamais connu. Ma vie n'est plus un sacrifice pour honorer le passé. Elle est une construction, humble et quotidienne. Je pense parfois à Étienne, pas avec haine, ni même avec colère. Ses émotions se sont éteintes depuis longtemps, laissant place à une tristesse calme, presque abstraite. Je l'imagine dans sa vie d'après-guerre, peut-être à Lille, peut-être ailleurs, un homme vieillissant avec ses certitudes et ses fantômes. Je sais qu'aux yeux de la famille, je suis et resterai le traître, celui qui a brisé le pacte sacré du sang. J'ai accepté ce rôle. C'était le prix de ma liberté. Il avait besoin que je sois le monstre pour ne pas avoir à regarder celui qu'il était devenu dans le miroir. Je ne lui en veux plus. Je comprends, d'une manière lointaine, que son sacrifice l'avait dévoré de l'intérieur, le laissant incapable d'accepter que sa créature puisse avoir une conscience propre. Nous étions deux frères, et la guerre n'a fait que révéler que nous n'avions jamais marché sur le même chemin. Son chemin menait au pouvoir, le mien, à moi-même. Ma famille, aujourd'hui, ce sont ces visages burinés par le vent, ces mains calleuses qui se posent avec confiance sur mon bureau. C'est le jeune fermier que j'ai aidé à mettre au monde son premier enfant, dans le silence d'une nuit d'hiver. C'est la vieille dame à qui j'apporte ses médicaments et qui me garde toujours une part de tarte. J'ai appris que les liens du sang peuvent être une prison et que la véritable appartenance se tisse dans le respect mutuel et le service librement consenti. Ma solitude n'est plus un abandon, c'est une autonomie. J'ai cessé de chercher dans le regard des autres la permission d'exister. Mon autorité ne vient plus d'un diplôme payé par le sacrifice, d'un autre, ni d'un grade sur un uniforme. Elle vient de la simple justesse d'un geste médical, de la vérité d'un mot de réconfort. C'est une autorité que personne ne peut me donner et que personne ne peut m'enlever. La Peugeot 202. L'image de la voiture me revient parfois, non plus comme le symbole écrasant de ma dette, mais comme une vieille photographie sépia. Je la vois, garée dans la cour, brillante sous le soleil de Lille. Je vois deux garçons, presque des hommes, pris au piège des circonstances, de la tradition, d'un amour fraternel qui s'est mué en une forme de possession. La vente de cette voiture n'était pas seulement un acte de générosité, c'était la signature d'un contrat invisible
dont je n'ai compris les clauses que bien des années plus tard, dans l'odeur de la gangrène d'une tante en Italie. Aujourd'hui, ce souvenir n'a plus de pouvoir sur moi. Il fait partie de mon histoire. C'est le premier chapitre du livre qui m'a appris que le plus grand des cadeaux peut aussi être la plus solide des chaînes. Et que la gratitude, lorsqu'elle exige le silence de la conscience, n'est qu'un autre nom pour la servitude. J'ai passé la première moitié de ma vie à essayer de mériter l'approbation d'un seul homme, croyant que son respect était la mesure de ma propre valeur. J'ai confondu la loyauté avec la soumission, et la gratitude avec l'effacement. Le jour où j'ai déposé ce rapport sur le bureau du commandant Bastien, je n'ai pas seulement dénoncé un frère, j'ai divorcé d'avec moi-même, de cet Alain qui avait besoin d'un tuteur pour se sentir légitime. Le vide qui a suivi cette rupture a été terrifiant. Mais dans ce vide, pour la première fois, j'ai entendu ma propre voix. Elle n'était pas forte, ni héroïque. Elle était simplement juste. Le respect que je cherchais désespérément à l'extérieur, je l'ai trouvé ce jour-là, au fond de moi. C'est un socle silencieux, une certitude qui ne s'use pas. C'est la paix austère de celui qui a aligné ses actes sur ses valeurs, quel qu'en soit le coût. La paix que je ressens aujourd'hui n'est pas l'oubli. Les cicatrices sont là. Il y a le fantôme d'un jeune soldat allemand, mort de septicémie, le silence glacial de mon frère, la lettre de ma tante qui me qualifie de traître. Je vis avec tout cela. Ce ne sont pas des blessures ouvertes, mais des marques qui me rappellent le chemin parcouru. Elles font partie de moi, comme les rides au coin de mes yeux. Elles sont le témoignage que la conscience n'est pas une chose abstraite, mais une force qui exige des choix, parfois terribles. Ma victoire n'a pas été de détruire Étienne, mais de survivre à sa destruction de notre lien. C'est une victoire sans fanfare, sans médaille. Une victoire intérieure, invisible aux yeux du monde, mais qui donne à chaque lever de soleil la densité d'une vie reconquise, d'une vie qui m'appartient enfin, entièrement. Le soir, je m'assois parfois sur le seuil de ma porte, et je regarde la nuit tomber sur les montagnes. L'air est pur, frais. Le monde redevient simple, réduit à l'essentiel. Une maison, un travail, une conscience en paix. Je pense à la guerre, à cette folie qui révèle les hommes à eux-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. Elle m'a tout pris, ma famille, mon passé, mes illusions. Mais elle m'a offert la chose la plus précieuse en retour. Elle m'a appris que la seule autorité qui vaille est celle que l'on s'accorde à soi-même. Je n'ai plus jamais revu mon frère, et je n'ai plus jamais eu besoin d'un héros. Il suffit d'un homme qui se tient droit, seul dans le silence.